Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la prévention du sexisme au travail. Je m'appelle Cindy Lemaître, je suis chargée de mission à la RACT Hauts-de-France et pour animer ce webinaire, je suis en compagnie de Laurence Théry, directrice de la RACT. Et pour enrichir nos échanges, nous accueillons Hilda Mancel de l'entreprise Iterum qui témoignera de la démarche mise en place sur la prévention du sexisme au travail. Bonjour Laurence, bonjour Hilda. Bonjour. Bonjour. Merci encore Hilda d'avoir accepté de témoigner de votre démarche aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, la RACT, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est une structure associative paritaire dont la mission est d'améliorer les conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Nous avons une mission aussi de conception et de diffusion de méthodes et d'outils pour concilier le mieux possible qualité de vie au travail et performance dans les entreprises. Nous sommes une structure qui fait partie d'un réseau avec l'ANACT, un établissement public sous tutelle du ministère en charge du travail, et de 16 associations régionales en France. Alors, le sexisme au travail, un sujet qui n'est pas très aisé, très facile d'aborder dans les entreprises. D'abord parce que la discussion ouverte peut générer une difficulté, un malaise, alors tant du côté des femmes que du côté des hommes. Du côté des femmes, une difficulté à en parler en face, la peur d'être perçue comme peut-être un peu rigide ou sans humour, la peur aussi de se victimiser ou au contraire d'être vue comme accusatrice, et du côté des hommes aussi beaucoup d'appréhension sur le thème, le sentiment peut-être aussi de ne pas se sentir concerné ou que ça ne concerne que quelques personnes, et la crainte aussi d'être culpabilisé ou de ne plus pouvoir rien dire ou rien faire, blaguer, draguer, etc. Donc un sujet qui n'est pas très simple à aborder, mais dont on sent que la préoccupation est montante dans les entreprises, en tout cas avec un enjeu très fort aujourd'hui, puisque, on va le voir tout à l'heure, une obligation aussi légale aujourd'hui. Les agissements sexistes sont rentrés dans les obligations de l'employeur, dans le code du travail. Donc, un enjeu pour les entreprises de se préoccuper de ce sujet-là, et aussi pour la notoriété et l'attractivité des entreprises. Donc, un enjeu de libérer la parole pour briser les tabous et agir. Alors, le sexisme est une réalité dans le monde du travail, même s'il n'existe pas en France d'enquête d'ampleur sur le sexisme au travail. Là, vous avez quelques chiffres qui retracent une enquête ciblée dans un secteur d'activité qui est le secteur des médias et de la presse. Et donc, il s'agit là des résultats d'une enquête qui a été réalisée en 2019 à l'échelle de cette profession et qui fait état, vous le voyez, dans le cadre de leur travail, 67% de femmes répondent qu'elles sont victimes de propos sexistes. Alors, par exemple, c'est « je préférerais un homme à ce poste, il a besoin de quelqu'un de solide » ou « tu as un physique de radio », entre radio, télé, etc. Donc, 67% sont victimes de propos sexistes, 49% de propos à connotation sexuelle, donc c'est quand même assez important, presque la moitié des personnes consultées, et puis 13% font état d'agressions sexuelles au cours de leur vie professionnelle. Donc voilà, c'est assez impressionnant dès qu'on interroge les femmes sur le sujet. Alors, voilà un peu comment va se dérouler l'heure que nous allons passer ensemble. Nous allons d'abord avoir le témoignage de l'entreprise Iterum avec Hilda Mancel,
responsable des ressources humaines de cette entreprise. Nous aurons ensuite un temps autour de le sexisme au travail. De quoi parle-t-on finalement? Comment délimiter ce qui est de l'ordre de l'agissement ou du comportement sexiste et puis ce qui n'en est pas? Un petit point sur les obligations. Et puis enfin, une présentation des outils pour mettre en place une démarche de prévention du sexisme dans toutes les entreprises. Donc, Madame Mancel, vous êtes responsable des ressources humaines dans l'entreprise Iterum. Iterum qui comprend une cinquantaine de salariés dont vous êtes situé à M. Et vous avez l'entreprise a à peu près une existence de 20 ans spécialisée dans le service informatique aux entreprises et dans l'innovation digitale à tout point de vue. Donc, je vous remercie de votre témoignage et je vous posais une première question. Comment vous en êtes venu à vous interroger sur ces questions d'agissement et de propos sexistes dans votre entreprise? Alors, c'est pas venu directement et par rapport à un fait en particulier. C'est plutôt au travers d'une démarche qu'on avait mise en place. Donc, en 2020, on avait décidé de travailler sur la question du RSE et de mettre en place des ateliers RSE. On a profité finalement du confinement l'année dernière. On a eu une petite baisse aussi d'activité pour mettre en place ces ateliers RSE qui portaient, on avait prédéterminé 4 thématiques: l'environnement, le bien-être des salariés, l'engagement sociétal de l'entreprise et le Green IT. L'objectif des ateliers, c'est qu'ils soient participatifs, c'est-à-dire que pour chacune des thématiques, avec nos collaborateurs et nos collaboratrices, on établissait un état des lieux de ce qui était fait déjà dans l'entreprise et ensuite un plan d'action, en tout cas des actions possibles sur ce qui pouvait être mis en place. Enfin, il y avait des animateurs qui se proposaient pour suivre dans le temps les actions et une manière aussi à pouvoir travailler sur la priorisation des actions qui avaient pu être évoquées. Donc, on a mené d'abord un premier atelier sur l'environnement. Le deuxième était sur le bien-être des salariés. Et le constat, c'est que pour faire l'état des lieux des pratiques, ça n'a pas été très compliqué. Par contre, sur les actions à mettre en place, les collaborateurs et les collaboratrices avaient moins d'idées. Peut-être parce que la question, c'était plus difficile de l'évoquer. On a pu voir que sur l'atelier de l'environnement, il y avait plein d'idées. Peut-être parce qu'on avait du retard aussi et des actions à mener. Et sur le bien-être des salariés, ils étaient moins force de proposition. Donc, il y a un collègue qui a proposé, qui connaissait le questionnaire Satin, que je connaissais aussi, et qui avait proposé, pour pouvoir mesurer le bien-être des salariés, de faire passer le questionnaire Satin. Alors, le questionnaire Satin, c'est un questionnaire de santé et de bien-être au travail qui a été établi par l'INRS et l'Université de Lorraine. Donc, on s'est appuyé sur ce questionnaire. On a proposé on l'a un peu modifié parce qu'on voulait que les questions puissent être, la réponse surtout, complètement anonyme. Donc, toute la partie sur l'âge, le sexe ou la typologie d'emploi, on a complètement enlevé ces questions-là. Et puis, on a souhaité rajouter des questions sur la question des discriminations, parce que ça nous semblait complémentaire de ce questionnaire Satin. Alors, je reprends un petit peu quand même les grandes thématiques de ce questionnaire Satin. Il y a des questions autour de vous et votre santé, les expériences de votre travail et vos capacités, les caractéristiques de votre environnement de travail et votre appréciation générale de votre travail. Donc, voilà, ça c'est le questionnaire initial. Et puis, nous, on a rajouté des questions autour de la discrimination, donc 3 questions qui étaient avez-vous été témoin ou victime de sexisme, la même pour le racisme et pour les comportements homophobes, avec comme possibilité de réponse jamais, rarement, régulièrement, souvent, quotidiennement. Comme pour chaque atelier, après la priorisation des actions, il y a toujours eu une restitution auprès des collaborateurs.
de la direction d'abord et ensuite des collaborateurs. Quand on a fait passer ce questionnaire, donc c'était anonyme et c'était sur la base bien évidemment du volontariat. Il n'y avait pas d'obligation pour nos collaborateurs et nos collaboratrices d'y répondre. Donc on leur a laissé un certain temps pour pouvoir répondre. Et donc on a eu plus de la moitié de l'effectif qui a répondu au questionnaire, ce qui nous semblait être suffisamment pour être pertinent et prendre en compte l'ensemble des réponses. On a, avec les animateurs, on a décrypté un petit peu les réponses de l'ensemble du questionnaire, avec des choses positives, mais aussi on a pu détecter des axes d'amélioration. Et aussi sur cette question, ces questions sur la discrimination, on s'est aperçu qu'on avait globalement sur les 3 questions entre 75% et 80% des répondants qui indiquaient qu'ils n'avaient jamais été témoins ou victimes de sexisme, racisme ou homophobie, mais que du coup on avait quand même un petit pourcentage des répondants qui avaient répondu, soit alors il n'y avait pas quotidiennement, mais régulièrement ou rarement ou souvent. Ce qui nous a quand même fortement interpellés parce que c'est pas du tout en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, au-delà même de l'aspect juridique. Voilà, il y a l'aspect juridique et il y a aussi le fait que c'est pas du tout dans notre ADN. Et donc on a eu une première réflexion d'abord avec les animateurs où on s'est dit bon voilà pourquoi. Alors déjà ça veut dire qu'il y a quand même eu des propos de tenue et des personnes qui ont pu être soit victimes, soit témoins de sexisme, racisme et homophobie. Et ensuite, on s'est dit, voilà, est-ce que, puisqu'on a une organisation avec un centre de service et des collaborateurs en mission chez nos clients, on n'avait pas l'information de savoir si c'était sur le centre de service ou si c'était dans l'environnement des collègues qui sont en mission, mais la question restait de toute façon importante. Et on s'est aussi posé la question de se dire, si on a autant de répondants qui disent n'avoir jamais été témoin ou victime, est-ce que c'est pas parce que tout simplement la notion de sexisme, d'homophobie ou de racisme, elle n'est pas très claire pour eux et qu'ils n'en ont pas conscience que certains propos peuvent l'être. De là, on a donc, comme pour tous les ateliers, échangé avec nos dirigeants sur l'ensemble des questionnaires, des réponses du questionnaire Satin. Et bien évidemment, ils ont été un petit peu abasourdis quand ils ont vu les réponses sur la question des discriminations, même si c'était une petite partie des répondants. Donc tout de suite, nous, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, resensibiliser l'ensemble des équipes. Ça nous semblait important pour remettre tout le monde au même niveau d'information sur ce qu'est le sexisme, l'homophobie et le racisme. Et ce que ça induit, ce que c'est juridiquement aussi, ce que ça induit. Et donc, on est parti sur des sessions de sensibilisation et c'est comme ça qu'on a pris contact. Et c'est pour ça qu'on a pris contact avec l'ARACT. Donc, pour vous donner un petit peu les délais dans lesquels on l'a fait, nos ateliers, nos différents ateliers RSE, on les a menés entre fin mars et mi-mai. Le questionnaire Satin, on l'a fait passer auprès des collaborateurs, je pense qu'ils avaient 15 jours pour répondre sur la deuxième quinzaine de mai. On a dépouillé les réponses pour en juin et début juillet, il a été mis en place des sensibilisations pour nos collaborateurs et nos collaboratrices. Donc, rapidement, après les résultats. De manière à traiter la question tout de suite, d'autant que il y a eu une restitution des réponses à ce questionnaire auprès de nos collaborateurs et de nos collaboratrices sur l'ensemble des questions, mais donc, aussi sur celle-ci. Et donc, on leur a dit, voilà, on trouve que c'est important et donc on met en place des sensibilisations rapidement pour que tout le monde soit au même niveau d'information et qu'on puisse plus avoir ce type de réponse dans l'entreprise. Alors, dans un premier temps, ça a suscité beaucoup d'échanges, d'interrogations des collaborateurs et des collaboratrices en se disant pourquoi une sensibilisation, j'ai jamais entendu de propos, enfin se réinterroger finalement aussi en échangeant sur ce que c'était le sexisme, le racisme, l'homophobie. Donc ça leur a permis de libérer la parole sur les sujets et de se questionner.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats aussi durant les sensibilisations, avec des points de vue parfois différents, parce que sur des propos qui peuvent être sexistes, racistes ou homophobes, on pense souvent peut-être à des propos intentionnellement sexistes, racistes ou homophobes, et on a tendance à oublier que on peut très bien en avoir sans s'en rendre compte, par le biais d'une blague qu'on trouve drôle mais qui ne l'est pas, que ça peut atteindre et heurter les personnes qui sont concernées. Et donc ça, voilà, ça a permis des débats lors des sensibilisations, et surtout de se rendre compte que peut-être, sans le vouloir, ils avaient pu avoir des propos et heurter certains de leurs collaborateurs ou de leurs collaboratrices qui étaient plus directement concernés. Donc effectivement, ce qui est assez intéressant dans ce que vous dites, Hilda, c'est que dès la petite alerte que vous avez eue via cette consultation des salariés sur le bien-être au travail, vous avez pas attendu qu'il y ait une situation critique ou un cas un peu problématique. Vous avez agi bien en amont de toute situation problématique. Alors, il y a une question dans les questions, là, c'est dans ce domaine, les équipes sont-elles majoritairement masculines? Ça, oui. C'est une question importante parce qu'effectivement, dans le secteur informatique, on a souvent une majorité d'hommes. Oui, même si vous travaillez à la féminisation de nos équipes, à l'heure d'aujourd'hui, c'est majoritairement des hommes. Et ça, est-ce que vous pensez que voilà, c'est une dimension importante à prendre en compte dans les secteurs d'activité à majorité masculine? Est-ce que cette problématique-là a davantage s'exprime davantage? Sur la question du sexisme, il pourrait y avoir des blagues sans se rendre compte qui peuvent heurter et qui se veulent drôles, sans se rendre compte de la portée de leurs propos, parce que c'est sur le ton d'une blague. Et qu'effectivement, je pense que quand on a des équipes qui sont plus mixtes et avec un réel équilibre, ça se régule un petit peu naturellement. Et il y a aussi la question, les salariés chez Iterum, de mémoire, sont plutôt dans une moyenne d'âge de jeunes, plutôt jeunes. On a une moyenne d'âge d'environ 31 ans, donc effectivement une part de jeunes importante. Est-ce que là, vous repérez aussi des questions générationnelles où finalement il y a la même difficulté, en tout cas au démarrage, hein, il y a la même difficulté à évoquer ces questions-là pour les équipes? Quand il y a eu des échanges, c'était tout âge confondu. C'était pas spécifique aux plus jeunes qui s'interrogeaient sur la question et qui ne comprenaient pas qu'on puisse aborder le sujet et être sensibilisés parce que pour eux, il n'y avait pas de sexisme, de racisme et d'homophobie dans l'entreprise ou de propos tenus. Mais c'était aussi bien les moins de 30 que les 30-40. C'était pas spécifique aux plus jeunes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Moi, j'en ai encore une autre. Est-ce que vous considérez que finalement l'impulsion des dirigeants de votre entreprise a été déterminante pour engager une réflexion et des actions de sensibilisation? Oui, c'est important parce que ils donnent le là, je dirais, du cadre de vie et dans l'entreprise, de ce qui est autorisé et pas autorisé. Donc, c'était essentiel et on ne s'est même pas posé. Enfin, voilà, ils se sont associés naturellement. Ils ont accompagné la démarche, invité à expliquer si besoin directement, puisqu'on fait le dirigeant quotidiennement, les collaborateurs sur la mise en place du pourquoi de la sensibilisation et de l'importance de leur participation à cette sensibilisation. Et puis sur la suite aussi,
parce qu'au-delà de la sensibilisation, parce que ça c'est un instant T, et on accueille des collaborateurs, on continue d'accueillir des nouveaux collaborateurs et collaboratrices, ce qui a été décidé, c'était de co-construire avec l'équipe, avec les équipes, une charte de vie qui serait adossée au livret d'accueil pour que voilà, on soit bien toujours tout le monde au clair sur ces questions-là, notamment d'autres questions aussi, mais sur ce qui n'était pas tolérable en entreprise en termes de propos discriminants. Donc ça, effectivement, la charte de vie et le livret d'accueil, ils sont en cours d'élaboration pour intégrer la prévention du sexisme. C'est ça. Ça veut dire, ça répond à une des questions qui est posée, effectivement. Quel est le suivi quel suivi vous faites de cette démarche? Donc, effectivement, la sensibilisation, ça a été une étape pour libérer la parole d'une certaine façon, faire en sorte que les équipes échangent. Et puis, vous avez un peu ancré la démarche à la fois en la structurant dans une charte de vie qui est en cours d'élaboration et puis dans le livret d'accueil. C'est ça. Ça, c'est aussi intéressant de voir que l'entreprise ne s'est pas arrêtée à la sensibilisation qui pourrait finalement renvoyer au comportement individuel. Bon, voilà, vous êtes sensibilisés, maintenant à vous d'agir. Vous avez aussi, en tant que direction, entrepris une formalisation de votre démarche et un suivi, ce qui est aussi intéressant. Dans les questions, oui, une question, la démarche de sensibilisation intéressante. Est-ce que l'ARACT intervient pour une éventuelle… Oui, effectivement, le fait d'avoir un regard extérieur, Hilda, est-ce que ça a permis, ça vous a apporté quelque chose d'avoir le regard extérieur de l'ARACT dans la sensibilisation? Oui, forcément. Je pense que pour les équipes, c'était la possibilité, le fait d'avoir un intervenant extérieur qui ne connaît pas l'entreprise, de pouvoir aussi s'exprimer librement. Après, il y a l'aspect expertise et le rappel de ce que c'est le sexisme, le racisme et l'homophobie, de ce que ça induit, quel impact ça peut avoir, qui était important. Mais l'aspect, voilà, que ce soit pas nous en interne qui faisions une sensibilisation, ça permet vraiment aux collaborateurs et collaboratrices de s'exprimer librement lors des sensibilisations. Ça me semble essentiel. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions à Madame Mancel? Madame Mancel, merci beaucoup. Et puis ben voilà, bonne journée et bonne continuation dans votre démarche de prévention. Merci encore. Merci. Nous continuons. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, nous continuons ce webinaire avec que dit le droit finalement, que dit le droit, et je repasse la parole à Cindy Lemaître. Alors, je vois qu'on a une autre question sur l'ancrage via le document unique qui permet de se faire annuellement. L'ANACT propose-t-elle des outils adaptés pour cela? Je vous laisse répondre peut-être, Laurence, là-dessus. Oui, tout à fait. Il y a des outils dans la gamme ludopédagogique qui permettent d'intégrer la prévention des risques psychosociaux dans le document unique. Et effectivement, la question des agissements et des comportements sexistes rentre dans la catégorie des risques professionnels et notamment des risques psychosociaux, puisqu'ils peuvent conduire à un impact sur la santé des salariés, des problématiques d'exclusion sociale au sein des collectifs, etc. Donc ça, c'est
le premier outil. Après, il y a un deuxième outil qui est un outil avec des cartes et qui permet de sensibiliser les équipes au moyen de cartes sur les agissements sexistes et que vous pouvez vous procurer sur le site de l'ANACT. Je crois qu'il est au prix de 30 euros. Voilà pour les deux outils. Et puis, il y a un troisième outil qui s'appelle les essentiels de l'égalité femmes-hommes que vous pouvez aussi vous procurer. Et vous retrouvez le lien pour accéder à ces outils dans le chat. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, nous vous proposons d'avancer sur le point réglementaire. Alors, que dit le droit, hein, alors, nous avons des juristes avec nous hein, qui pourront évidemment compléter. Donc, le Code du travail précise hein, effectivement aujourd'hui que nul ne doit subir d'agissements sexistes hein, et définit le sexisme comme tout agissement en raison du sexe qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne hein, et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et pour prévenir ces agissements, la loi prévoit, alors depuis 2019, que pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés qui disposent d'un CSE, de désigner un référent prévention du sexisme qui sera en charge notamment de renseigner, d'identifier les recours possibles et proposer des actions de prévention pour les salariés. Et pour les entreprises d'au moins 250 salariés, on a aussi le référent harcèlement employeur qui joue un rôle sur les agissements sexistes. Alors, deux fonctions à ne pas tout à fait confondre, mais avec un rôle qui est quand même très proche et avec un enjeu aujourd'hui d'opérationnalisation de ce rôle, de réussir à le mettre en visibilité, à communiquer auprès des salariés pour le rendre opérationnel, visible, pour répondre à toutes les sollicitations et surtout pour le mettre au cœur de démarches de prévention et d'action sur ces agissements. Alors, on a des questions peut-être sur le plan du droit, on y reviendra un peu après. Ce qu'on voulait là maintenant, c'est aussi définir, hein, on l'a vu avec le témoignage d'Adam Mansell, c'est important d'avoir des repères communs, d'avoir un langage commun dans les entreprises autour de ce sujet et savoir caractériser ce qui relève des agissements sexistes. Alors, on en a de différentes formes. Hein. On a des agissements qui sont autour des discriminations, même plus largement que le sexisme, hein, l'homophobie, le racisme. Hein, et dans ces discriminations, on a aussi tout ce qui relève de traitements injustifiés de personnes en raison de leur sexe, hein, par exemple, écarter une personne d'un recrutement ou d'une réunion ou d'une formation ou d'une promotion en raison de son sexe, c'est considéré comme de la discrimination. On a aussi des formes de sexisme qui sont autour du harcèlement sexuel, de l'agression sexuelle ou de la contrainte, de la menace pour amener les personnes à faire des actes, à obtenir des actes de nature sexuelle. Et puis, on a aussi dans le sexisme une forme de sexisme qui est plus de l'ordre du quotidien, plus diffus, plus difficile parfois à caractériser, qui est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Alors, le sexisme ordinaire, on le définit comme l'ensemble des attitudes, des propos et des comportements qui sont fondés sur des stéréotypes de sexe
et qui peuvent prendre un caractère finalement assez anodin, hein, mais qui ont pour objet ou pour effet en tout cas de délégitimer une personne, d'inférioriser. Alors voilà, ça peut être fait consciemment ou inconsciemment, mais ça peut entraîner des altérations de la santé ou en tout cas voilà, un sentiment d'inégalité de traitement. Et ça peut prendre des formes insidieuses mais aussi bienveillantes. Hein, c'est là que les choses se compliquent un peu. Les manifestations du sexisme, elles sont multiples. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure avec les blagues, les remarques, alors qui voilà, peuvent paraître aussi un peu anodines et en général qui sont suivies par oh mais c'est rien qu'une blague, c'est pas grave, mais qui sont quand même voilà, quelque chose qui véhicule des stéréotypes dans les entreprises et qui peuvent créer un malaise pour les personnes qui en sont victimes. On peut avoir aussi des manifestations du sexisme qui sont plutôt de l'ordre de la dévalorisation, du mépris, hein, encore une fois, ne pas donner la parole à une personne ou lui couper systématiquement la parole en raison de son sexe. Voilà, c'est un acte irrespectueux, méprisant et ça peut avoir des conséquences. On a aussi des formes qui sont sur voilà, des interpellations familières. Hein, quand on interpelle une personne en disant ma jolie, ma belle, ma cocotte, voilà, c'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui peuvent aussi donner le sentiment d'être infantilisées et voilà, subir une interpellation un peu familière, donc pas très agréable. On a des manifestations du sexisme aussi autour de la répartition des rôles, des tâches, dont on peut, voilà, parfois assez spontanément ou voilà, naturellement penser que ou présupposer que en fonction du sexe, on a des aptitudes à faire plus ou moins certaines choses et du coup on répartit les tâches en fonction du sexe, ce qui a pour conséquence finalement de cantonner voilà un sexe ou l'autre dans certaines activités. On a aussi des manifestations du type fausse séduction, hein, c'est-à-dire finalement faire des remarques sur la tenue vestimentaire, sur les coiffures, voilà, qui sont pas très graves en soi, hein, c'est des compliments, mais qui de manière répétée peuvent aussi créer un sentiment de malaise ou d'infantilisation. Et puis, il y a des formes aussi de sexisme qui concernent plutôt des remarques sur la parentalité, la maternité, la charge parentale, qui peuvent aussi dans le temps être assez difficiles à gérer. Pour faciliter un peu la compréhension des différentes formes de sexisme, on a l'habitude de les classer en trois catégories. Une première catégorie de sexisme, voilà, dont on voit c'est une attitude assez négative, assez explicite hein, à l'égard des femmes ou des hommes, hein, d'ailleurs, assez intentionnel, c'est visible et ça s'exprime ouvertement, donc ça on arrive à le repérer assez facilement. Mais on a des formes plus masquées, hein, donc les blagues, ça voilà, c'est quelque chose d'un peu plus un peu moins facile à comprendre, à repérer, à caractériser. Mais aussi, ça se traduit aussi dans les promotions, les salaires, l'accès à certaines formations. Et ensuite, on a un sexisme bienveillant, hein, c'est-à-dire là qui part finalement d'une bonne intention, qui est plutôt de protéger les femmes, les hommes, enfin voilà, protéger selon le sexe, parce qu'on attribue plutôt des qualités spécifiques, donc on est plutôt dans l'empathie et puis voilà la recherche de mettre par exemple les femmes sur un travail plus minutieux, qui demande plus de dextérité, moins pénible peut-être physiquement ou émotionnellement. Hein. Mais c'est vrai que même ce sexisme bienveillant, finalement, il enferme, il cantonne et il continue finalement à faire véhiculer des stéréotypes de genre. Je m'arrête un instant pour voir s'il y a des remarques, des questions, des témoignages peut-être.
Et je vais vous proposer maintenant pour illustrer quelque peu voilà, ces manifestations ordinaires du sexisme, de répondre à un sondage sur et vous, dans vos entreprises, les manifestations auxquelles vous êtes confrontés. Est-ce que voilà, vous êtes plutôt confronté à des blagues, à du mépris, à des interpellations familières, à une répartition des tâches fondées sur le sexe, à de la fausse séduction, des considérations sexistes? En répondant à une question, hein, on a une question sur voilà, est-ce que le sexisme bienveillant est le plus simple à combattre? Alors c'est une bonne question. Euh, voilà, merci de l'avoir posée. Pour avoir animé récemment des ateliers de sensibilisation, voilà, on se rend compte que ce sexisme-là, voilà, il est assez ancré dans la culture un peu paternaliste, voilà, dans certaines entreprises et il bouscule les représentations. Voilà, le combattre, effectivement, ça passe par déjà l'exprimer, partager des regards, des repères autour de celui-ci pour réussir à s'acculturer à un autre modèle. Mais c'est vrai que ce sexisme-là, je ne sais pas Laurence si vous voulez réagir, il n'est pas si facile que ça à combattre, effectivement. Ben non, je vous rejoins, Cindy, il est pas facile à combattre parce qu'en fait, les personnes sont persuadées de bien faire. Donc, donc, quand on leur dit effectivement, bah, finalement, essayons d'engager une discussion avec les différents acteurs de l'entreprise pour savoir ce que finalement celle à qui est adressé ces propos, qu'est-ce qu'elle en pense et qu'est-ce que voilà, oh, tu as une jolie robe aujourd'hui, tous les matins, qu'est-ce qu'elle en pense? Bon. Finalement, c'est finalement la confrontation et l'échange avec les collègues qui permet de se questionner sur ce sexisme bienveillant. Parce que sinon, voilà, il se déroule immanquablement, il est très lié à la culture paternaliste et, euh, et comme il est bienveillant, eh bien, il suppose un changement vraiment assez radical de posture. Et ce changement de posture, c'est de se mettre à la place de l'autre qui reçoit ça tous les matins. Voilà, donc oui, c'est pas le plus simple à combattre. Et on a des remarques voilà, qui vont dans le chat vraiment dans ce sens également. Alors Delphine nous indique que le sondage est en ligne. Donc nous vous proposons dans cet onglet certains ont commencé à répondre aux formes de sexisme voilà, qui vous semble le plus représentatif, enfin dans celui que vous rencontrez le plus dans vos entreprises. Comme tout à l'heure, on vous laisse quelques minutes. Une remarque également, j'en profite pour le souligner, le sexisme effectivement existe bien dans les deux sens. Et c'est vrai que les femmes peuvent aussi générer du sexisme ou avoir du sexisme à l'égard de l'autre sexe. Alors, on a une vingtaine de votes et ça continue à voter. On va attendre encore une petite minute. On voit que les blagues lourdes sont en tête. Ça c'est vraiment assez récurrent. Viennent ensuite la répartition des tâches selon les qualités qu'on associe au sexe. Ça aussi, c'est très fort dans les entreprises. Sous couvert de protéger les femmes de certains travaux pénibles, on leur confie des tâches qui sont tout aussi pénibles, mais dont la pénibilité n'est pas visible. Et une remarque aussi dans le chat qui dit que voilà, quand on n'apprécie pas les blagues, on peut aussi
sembler voilà, passer pour quelqu'un de coincé parce qu'on n'apprécie pas. On poursuit. Alors voilà, on voulait vous partager avec vous finalement une interrogation parce que qui est sexiste aujourd'hui? Bon, bah, personne se revendique être sexiste. Et pourtant, comment expliquer donc les écarts de salaire, les propos, les blagues, les interpellations familières, le harcèlement de rue aussi, enfin, etc. Comment expliquer que nous toutes et tous, ben finalement, nous ne sommes pas sexistes et pourtant, on tolère, voire on alimente un système inégalitaire entre les femmes et les hommes. Et alors, on a trouvé une petite vidéo sur YouTube qui est très illustrative et que vous pouvez aussi retrouver et qui démonte le mécanisme qui conduit au sexiste en indiquant que la première étape, finalement, c'est une étape de focalisation. On va se focaliser sur un critère, en l'occurrence le sexe, sur un critère pour finalement dire que toutes les femmes finalement se ressemblent, hein, elles aiment toutes les enfants, elles sont toutes coquettes, elles ont toutes les cheveux longs, etc. Donc les femmes ne sont plus simplement des personnes, elles sont des femmes, voire la femme. Donc il y a une espèce d'essentialisation qui vise à considérer que les femmes sont toutes les mêmes en fait. Ça, c'est la première étape. On se focalise sur une caractéristique, un critère particulier. Mais après, on sait qu'il y a autant de différences entre deux femmes qu'entre un homme et une femme. Par exemple, s'il y avait sur les… Enfin bref, c'est la première étape du mécanisme. La deuxième étape, c'est la différenciation. C'est-à-dire, ça vise à considérer que les hommes ne sont pas, les femmes, pardon, ne sont pas seulement toutes pareilles, elles sont aussi très différentes des hommes. Et donc, ce mécanisme de différenciation renforce le contraste entre les deux groupes. Troisième étape, la péjoration, la différence n'est pas simplement une différence, mais une marque d'infériorité. Les femmes conduisent moins bien, les femmes sont moins capables d'assumer des postes à responsabilité parce qu'elles sont envahies par leurs émotions, etc. Les femmes font mieux la cuisine que les hommes et donc leur place est dans les tâches ménagères, etc. Donc la péjoration qui indique une marque d'infériorité entre les deux. Et puis, le système franchit une étape supplémentaire, c'est la légitimation. Finalement, les femmes sont toutes pareilles, elles sont toutes différentes des hommes, elles sont moins bien globalement que les hommes, donc elles sont sur des postes moins importants que les hommes, et finalement, c'est normal qu'elles soient moins bien payées et moins bien représentées dans la hiérarchie. On a finalement une boucle de légitimation qu'on a tous intériorisée et dont il est difficile de sortir, y compris quand on se dit non sexiste. Et finalement, on est invités toutes et tous à être attentifs à la façon dont on s'exprime, et notamment quand on dit voilà, je ne suis pas sexiste, mais voilà, dans le mais, il y a toute cette arrière-fond culturel. Dans le chat, il y avait une référence aux écoles aussi qui peuvent renforcer ce type de stéréotypes. Et donc, ça nous appelle à une vigilance de chacun, y compris quand on est dans des dispositions non sexistes. Alors, on passe à notre troisième point, c'est comment prévenir finalement le sexisme, quel type d'action mettre en place. Et donc, on a en gros voilà, trois types d'actions, trois axes finalement à développer dans l'entreprise. Un axe prévention, notamment intégrer les risques dans les démarches collectives et dans l'organisation globale de la prévention,
prévention et promotion de la santé. On y reviendra un petit peu. Un deuxième axe autour de former, sensibiliser aux agissements et comportements sexistes. On en a parlé avec le témoignage de l'entreprise Iterum. Et puis un troisième axe qui est de traiter, de prendre en charge les plaintes liées à ce type d'agissement et de comportement. Et ces trois axes sont assez voilà, fonctionnent en système et sont à développer simultanément. Alors, ça a été dit dans le chat là, tout à l'heure, dans l'axe prévenir, évidemment, il y a un document structurant qui est le document unique d'évaluation des risques et le plan de prévention. Et les risques liés aux agissements sexistes et au harcèlement sexuel sont à intégrer dans le document unique. Et ce qui est important, c'est de s'appuyer sur son CSE pour intégrer la prévention des agissements sexistes dans le document unique et pour organiser des mesures de prévention. Et on a vu que les mesures de prévention, ça peut être la composition des équipes. Des équipes mixtes sont moins sujettes aux agissements sexistes. La façon dont on répartit le travail entre les femmes et les hommes, la question des déplacements aussi, les aménagements des locaux, etc. Le livret d'accueil pour les nouveaux arrivants, ça a été aussi dit par Madame Mancel, comme étant un outil qui permet à chacun de s'approprier les bonnes pratiques dès le début de l'entrée dans le monde professionnel. Et puis aussi de regarder avec son CSE ou la commission santé, sécurité, conditions de travail, comment organiser le dispositif d'écoute et de traitement des plaintes. Parce que on peut mettre en place des démarches de prévention, mais si finalement, dès qu'il y a une situation concrète, on n'est pas capable de la prendre en charge, ben finalement, les personnes, les salariés ne parleront plus de ce qu'ils vivent et ça ne remontera plus, ça ne remontera pas. Donc, il y a à la fois donner à voir aux salariés qu'il y a une prévention organisée et leur donner à voir que s'il y a des situations, elles seront traitées. Ça, c'est le volet prévention. Le volet formation, sensibilisation, donc on en a aussi parlé. Le fait de sensibiliser les salariés d'abord sur le cadre réglementaire et les impacts que ça peut avoir, aussi sur l'affirmation du choix de l'entreprise finalement d'en faire un axe de prévention. Ça aussi, on repère que c'est déterminant, que c'est des décisions qui viennent du haut vraiment, ça, et que si la direction n'est pas convaincue, ça ne fonctionne pas. Donc ça émane vraiment d'une volonté de l'entreprise. Et ça se traduit par des éléments assez concrets dans le règlement intérieur aussi. Et ça renvoie pour les entreprises de plus de 50 à une obligation réglementaire. Et puis, le fait de sensibiliser les salariés, ça permet aussi d'engager des discussions au plus près des situations de travail, des relations de travail, et ça permet de pouvoir anticiper et prévenir des situations qui peuvent être critiques ou potentiellement explosives. Et le troisième axe, c'est évidemment mettre en place un dispositif pour prendre en charge les plaintes. Et ça, bon, voilà, vous avez quelques indications là sur ce slide, mais ça, c'est vraiment à construire avec vos parties prenantes, notamment les élus du CSE, le référent ou la référente prévention du sexisme. Mais c'est un axe de prévention tout à fait important de pouvoir organiser le traitement des remontées et que ce ne soit pas finalement simplement un recueil de plaintes, mais qu'il y ait des actions je dirais, correctives qui soient mises en place pour montrer la détermination de l'entreprise comme disait Madame Mancel, voilà, il y a des choses qui ne sont pas admissibles dans l'entreprise et
et ça renvoie potentiellement à des actions, des actions managériales. Voilà. Écoutez, on termine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, Cindy, je n'ai pas regardé. Alors, on a une question, enfin voilà, plutôt une affirmation, mais qui renvoie aussi à ce qu'on a déjà un peu dit tout à l'heure. C'était le premier axe ne devrait-il pas être de définir? Et une autre... Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai qu'effectivement, le fait de définir, c'est important, notamment pour tout ce qui est sexisme ordinaire. Parce qu'en fonction des milieux professionnels, il y a des choses qui vont être possibles et d'autres qui ne vont pas être possibles. Et ça renvoie à une discussion dans l'entreprise, et notamment au sein de l'encadrement, il me semble, au sein du management, que les managers entre eux et les manageuses entre elles aussi s'accordent, s'alignent sur ce qui est tolérable et sur ce qui ne l'est pas. Parce qu'on voit beaucoup dans les ateliers qu'on peut animer, une hétérogénéité de pratiques de la ligne managériale qui peut être perturbante pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, le fait d'organiser des temps d'échange des managers sur ces questions-là, ça permet effectivement d'avoir une même compréhension de ce que c'est que le sexisme ordinaire, puisque c'est lui essentiellement qui est le plus difficile à prévenir. Et la deuxième question, elle portait sur des données chiffrées. Est-ce qu'on a des données chiffrées sur la proportion de femmes ou d'hommes ayant subi des actes sexistes au travail? Alors, en fait, en France, il n'y a pas d'enquête. Il y a une enquête européenne qui a été conduite en 2019 et qui fait état du chiffre suivant. Voilà, il y a 6 salariés sur 10 qui se disent confrontés à des agissements ou des violences sexistes au travail. 6 sur 10. Dans une enquête européenne. Mais en France, il n'y a pas d'enquête récente. Et effectivement, on peut comme le souligne Gaëtan Vincent là dans les questions, l'impact MeToo reste évidemment, il est probable que ce qui n'était pas considéré comme du sexisme avant MeToo, aujourd'hui, est vraiment perçu comme du sexisme par les femmes elles-mêmes, ce qui fait que dans les enquêtes, s'il y en avait, eh bien le seuil de tolérance des femmes aurait vraisemblablement évolué, et la proportion probablement aussi aurait été augmentée. Alors pour conclure, voilà, on voulait attirer votre attention sur ce point-là, c'est que évidemment, on en a parlé, le sexisme renvoie à des questions de comportement et d'individus liées à notre expérience personnelle, à notre culture, à notre milieu familial, à l'éducation qu'on a reçue, etc. Mais ce n'est pas qu'une question de comportement et d'individus. C'est avant tout une question d'organisation et d'engagement collectif au niveau de l'entreprise. Ça, c'est un point assez fort qui nous semble être, qui nous semble devoir être répété. C'est que la prévention du sexisme, elle s'ancre dans un système institutionnel qu'est l'entreprise et dans un système d'organisation qui doit être finalement passé au crible pour pouvoir soutenir des démarches de prévention efficaces. Voilà, en gros, la prévention du sexisme ne peut pas être renvoyée au seul comportement individuel des gens. Ça, c'est le premier point sur lequel on voulait insister en conclusion. Et puis, deuxième point, c'est que la prévention ne doit pas se réduire à la formation et à la sensibilisation. Ça a été aussi assez soutenu par le témoignage d'Iterum. C'est qu'il y a des dispositifs structurants dans l'entreprise qui permettent d'organiser une démarche
au-delà des ateliers de sensibilisation qui sont vraiment la première étape, mais qui ouvrent sur le reste. Oui, il y a vraiment des mesures organisationnelles à réfléchir pour prévenir le sexisme. Et puis, nous terminons effectivement sur les ressources que vous pouvez télécharger sur le site de l'ANACT. Voilà, le sexisme sans façon, SANS, c'est donc un guide. Vous avez prévenir le sexisme au travail avec tout un système de jeu entre guillemets pédagogique qui permet de démystifier un peu la question en entreprise et d'en parler sans gravité, quoi. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il nous reste à vous remercier de votre participation. Il sera disponible en replay sur le site de l'ARACT et nous profitons de ce webinaire pour vous inviter à la semaine de la qualité de vie au travail qui aura lieu bientôt entre le 14 et le 18 juin. Le lien va vous arriver aussi bientôt là dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, le programme est assez riche et dense. Donc nous vous invitons bientôt à nous retrouver. Vous recevrez aussi un questionnaire pour évaluer votre appréciation de ce temps d'échange. Merci aussi d'y répondre, hein, pour nous aider à nous améliorer. Un grand merci et au revoir. Bonne journée, bon week-end. Merci à tous et toutes.